Bonjour à tous, je suis Jean-Philippe Blanquer et vous êtes bien sur le podcast Next Gen Industrial d'OSS Venture, dédié à l'industrie du futur et à la convergence entre les mondes du manufacturing et de la tech. Comme à chaque fois, j'ai la chance de recevoir un invité particulier avec un parcours incroyable. Pour ce 23e épisode, oui déjà, on va parler d'aviation décarbonée et de ces néo-industriels, comme on a déjà pu recevoir par le passé, notamment avec Flying Well. Et donc je reçois un des pionniers de cette aviation décarbonée. Donc j'ai l'honneur et la chance de recevoir David Roche, qui est CDIO de Dora Aero. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour Jean-Philippe, merci pour l'invitation et pour ton accueil. C'est moi qui te remercie de prendre du temps parce que faire voler des avions, ça en prend un petit peu. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Tu es aujourd'hui CDO de Dora Aero. Moi, ce que j'aimerais au cours de cet entretien, évidemment, c'est qu'on parle un peu de toi, de ton parcours dans l'aéro. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est de voir les différents postes que tu as pu occuper dans différentes entreprises, mais toujours dans le cadre aéro, et surtout de l'aventure géniale que tu es en train de vivre chez Aura Aero. Donc première partie, est-ce que tu peux un peu me parler de toi et de qui tu étais quand tu étais jeune? Qui je suis ou qui j'étais, ouais, c'est peut-être pas là où je suis le meilleur pour me pour parler, mais bah, moi je suis un déjà je suis un quinquagénaire, heureux papa de trois grandes filles maintenant, et je Félicitations. suis un tech pur. Je suis un ingénieur informaticien passé par, DUT informatique, donc très tech à la base. Moi j'ai grandi en région parisienne, dans l'ouest parisien, assez protégé dans des milieux assez verts, assez sympathiques. Fait mes études, une partie à Versailles, une partie dans le nord de la France, D'accord. sur Amiens et puis à l'UTC à Compiègne. Et puis après Très belle progressivement, école. ouais, ouais, c'est une chouette école qui a bien grandi aussi, c'est vachement sympa de voir ce que c'est devenu. Et puis progressivement, bah, je suis redescendu. Il y avait déjà du dev à l'UTC Compiègne? Ouais, ouais, il y en avait déjà, ouais, génie informatique, et mais bon, j'ai fait mes armes sur la partie tech vraiment beaucoup plus à l'IUT, qui est vraiment une, des supers écoles d'apprentissage, je trouve. L'UTC ayant apporté d'autres choses qui ont d'autres valeurs, sur la partie culture de l'ingénieur, et tout ce qui va autour, et qui construit finalement, la manière de réfléchir derrière. Donc oui, les 2 sont assez complémentaires et j'aime beaucoup ce parcours. Jusqu'à l'IUT, j'avais eu beaucoup de mal à trouver ce que je voulais faire et comment le faire, et je me reposais un petit peu sur, bon, bah, demain ça sera peut-être plus intéressant, attendons. Et à partir de là, j'ai un peu OK, décollé. la scolarité. Ouais, ouais, j'ai été un peu, je sais pas comment on peut dire, un peu feignant, ou en tout cas un peu en attente de découvrir, la lumière, qui me ferait briller, les yeux. Et écoute, c'était ça, et je faisais de l'informatique à titre perso depuis longtemps, et puis, quand je suis parti dans cette voie-là, c'est parti, vraiment sans cesse Et depuis, quoi. l'aviation, ça te titillait déjà un petit peu ou t'en étais très loin? Ouais, moi j'étais pas trop aviation, à la base, j'avais un papa qui était dans l'automobile, je suis assez passionné d'automobile aussi, mais finalement, j'y suis tombé assez vite puisque, je suis rentré, dans une branche tech de Dassault, donc Dassault, Systèmes, on va dire en début de carrière, qui est quand même une belle école et une superbe boîte, Surtout à l'époque, hein, très, très innovant, ouais, avec mais ouais, des niveaux ouais. de croissance, qu'ils ont plus de mal à atteindre aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, c'était absolument génial. Bah, une belle réussite française, une super école de développement et d'édition logicielle, et puis avec un milieu très proche de Dassault Aviation, donc déjà, à l'époque, quelques trucs assez intéressants comme de manipuler des modèles complets de Rafale sur des énormes bécanes à l'époque, fournies, par les Américains, les Silicon Graphics, ou autres HP, mais donc d'ores et déjà, et puis j'avais travaillé, d'emblée sur, le cœur de la meule, on va dire, la partie des, temps réel de CATIA, et en plus ça m'a pas quitté ça non plus, en fait, depuis la fin de mes études jusqu'à encore un peu maintenant. Tout ce qui est 3D, c'est un peu mon fil rouge. En Et plus de l'aviation. ça t'a amené où après, cette expérience chez Dassault? Et ben, après, pour des raisons personnelles, j'ai quitté la région parisienne qui me convenait pas nécessairement, en termes d'ambiance, de vie, on va dire, et je suis tombé, descendu sur Toulouse, par des opportunités, familiales, de travail. Et là, en fait, j'ai rejoint une ESN, donc un peu différent comme ambiance, mais assez intéressant, en tout cas à l'époque, dans un département de chez CS qui s'occupait, de réalité virtuelle, donc très focus. Toujours déjà Ouais, une belle équipe, très indus, avec une grosse partie recherche avec une grosse, pôle
de projets européens financés et une partie indus sur Toulouse. Donc bon, difficile d'échapper au milieu aéronautique et au rugby sur Toulouse. Donc à défaut de faire l'un, bah, je me suis pas mal occupé d'ores et déjà de l'autre. Donc j'avais un pied chez Airbus un peu et un pied sur des projets R&D. Et bon, moi j'aime beaucoup le développement informatique, mais visiblement soit j'étais pas assez bon là-dedans, soit j'avais d'autres attirances et j'ai rapidement en fait plutôt fait de l'encadrement de projets, puis de groupes et d'équipes assez intéressantes. C'était une belle école parce qu'il y avait des beaux clients assez diversifiés. Ça permet de voir rapidement beaucoup de choses dans différents milieux et de confronter les problématiques des uns avec ceux des autres et de finalement de retrouver des schémas un peu similaires et puis de grandir assez vite. Après, ça a d'autres inconvénients. Et donc, quand les contraintes ont été plus fortes que les intérêts, j'ai cherché autre chose et j'ai trouvé un accueil assez intéressant chez Airbus au centre de formation, donc Airbus Training. Alors, ça forme qui? Ça forme les pilotes? Ça forme les. Ouais. Ouais, ça forme les clients d'Airbus, tous ceux qui doivent opérer les avions, les Airbus doivent passer par là ou par une qualification similaire, mais pour avoir le type certificate, donc le droit de piloter un 320, 330, etc. Pilote, maintenancier, équipage, la globalité des populations qui doivent passer par là, sachant que après les compagnies ou s'adossent aussi avec potentiellement d'autres centres de formation ou forment eux-mêmes leurs propres équipages, en particulier quand il y a vraiment beaucoup de monde. Mais en tout cas, c'est un gros centre qui a la particularité du coup d'accueillir clients, donc d'être un petit peu protégé en termes de visibilité et puis qui a certains moyens. Et moi, j'y suis arrivé pour m'occuper d'un tout nouvel avion qui était en cours de conception et qui avait déjà fait son premier vol. Donc l'A3 était vu comme le premier avion assez digital dans sa conception, donc full digital dans sa conception. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Et j'étais là pour m'occuper des outils de formation virtuelle, donc pour la De 380. Donc réalité virtuelle, tout ça, tu étais à fond là-dedans, Virtual j'imagine? Maintenance Trainer et la même chose pour la partie pilote, cockpit virtuel. Donc en parallèle des gros moyens de formation qu'on a en tête, un petit peu les gros pilotes, les gros cockpits Gros simulateur, oui. articulés ou pas pour le vol, il y a d'autres moyens plus légers qui permettent de compléter le cursus de formation. Et des trucs en particulier sur la maintenance qui sont intéressants parce que c'est très compliqué de faire de la formation sur des avions réels. D'abord parce qu'il faut mobiliser l'avion, Et ça pas coûte un peu facile d'argent. et très coûteux. Et en plus parce qu'on démonte pas un avion qui marche parce que sinon après il faut recertifier le remontage. Donc finalement on fait beaucoup de virtuel même sur un avion réel. Donc tant qu'à faire ça, autant le faire sur des vrais moyens virtuels pour pouvoir aller finalement plus loin que ce qu'on le ferait sur un avion réel sans avoir la partie mobilisation au sol des moyens, quoi. Donc c'était Donc ça là, tu l'idée. étais pareil, encadrement de développeurs, création de nouveaux projets. Ouais, alors ouais, donc c'est X projets autour de ça. Pas trop de développeurs internes chez Airbus. On est plutôt dans du pilotage d'activités avec des compétences internes pour les métiers des ressources externes, on va dire. D'accord. Gestion de la sous-traitance, pas Ouais, facile ça, dans le code, hein. ouais, vachement intéressant aussi parce que finalement, à partir du moment où une société industrielle a fait le choix de cette répartition-là, il faut savoir vivre avec ses fournisseurs, savoir leur transmettre la bonne information si on veut arriver à avancer ensemble. Et c'est une vraie culture. Et moi, comme j'étais déjà de l'autre côté de la barrière avant, bah, je pouvais pas avoir enfin, j'avais cette culture-là finalement de transmettre si je voulais que les gens puissent travailler correctement pour nous. Donc, c'était plutôt intéressant d'être passé d'un côté et puis de l'autre de la barrière. Donc là, Ah, plus du tout la même ouais, taille de boîte. il y a une petite étape intermédiaire en fait sur la moitié de mon passage chez Airbus. Je monte la cellule R&D d'Airbus Training parce que je m'aperçois qu'il y a tout un tas de choses qui technologiquement pourraient être améliorées pour notamment capitaliser sur ces données digitales qui sont censées être là pour la 380, mais en fait qui sont très loin, qui sont gardées au niveau du bureau d'études essentiellement et qu'on a beaucoup de mal à capter dans ces métiers du service. Donc je monte quelques projets R&D, dont un qui était vraiment mon fer de lance, qui était comment je fais pour récupérer toutes les données 3D de l'avion et les donner en accessibilité le plus facilement possible à tout à chacun et en particulier à ceux qui en ont besoin pour concevoir d'autres types d'outils. Et ce projet de R&D, bah, je le mène avec plusieurs sociétés où je fais tout un benchmark et puis après on avance sur un chemin avec des jalons sur 4 ans avec une société qui s'appelle Real Studio que je connais bien pour avoir travaillé avec des anciens quand je suis passé par chez CS.
et puis on monte un truc et puis finalement, année par année, on avance et on démontre que, il y a une faisabilité technique pour voir en gros un A380 complet, toutes les pièces sur un ordinateur assez commun, on va dire. Pas un ordinateur hors de prix, mais quelque chose d'assez lambda pour pouvoir être utilisé le plus possible. Je quitte Airbus pour rejoindre la région parisienne et puis, je passe, du côté de Realfusio où je continue le projet, mais, en tant que finalement, fournisseur d'Airbus, où, mes collègues ont repris le relais du projet entre-temps et on finit ce projet avec succès et on se projette avec Airbus pour en faire quelque chose, où on pourrait avoir de la valeur pour Airbus et pour Realfusio, utiliser la propriété intellectuelle, de chacun et pour pouvoir valoriser le logiciel et puis on trouve pas de schéma en fait, Airbus à cette époque-là était peut-être moins agile sur ces types de modèles et on n'arrive pas à trouver de schéma pour revendre avec des licences ou quoi que ce soit le logiciel. Donc ça s'arrête là l'aventure au niveau de ce projet-là et nous on entre-temps Realfusio est racheté par AK Technologies, Ah oui, belle hem maison aussi. et grosse ESN pour le coup, de rien en quelques années et qui a beaucoup grossi et qui voit, parce qu'elle voit ce qu'on a fait avec, chez Ralphusio et qui voit un potentiel intéressant, pour ses équipes ou pour ses clients et on redécide avec l'accord de la direction d'ACA de remettre, de l'argent pour redévelopper quelque chose, du même état d'esprit que ce qu'on avait pu faire, mais en ayant aucun code commun bien sûr avec ce qui est fait avec Airbus pour éviter tout problème d'IP et puis, en ayant réfléchi depuis déjà on va dire, 7-8 ans et on refait quelque chose, à nouveau, dans cet esprit de, je me base sur de la data, je l'amène le plus facilement, je capitalise autour de la 3D, de la maquette numérique physique du produit et on développe un truc intéressant qui est revu par Airbus, mais des gens qu'on connaissait pas du tout sur le projet Beluga XL, qui envoie en fait l'outil qui leur manquait à toute leur architecture qui mettaient en place pour essayer de développer le programme Beluga XL plus vite que d'habitude avec des moyens différents. Et donc on re-rentre par Airbus par une autre porte finalement avec un logiciel qu'on aurait pu faire in-house, mais bon c'est comme ça. Et puis en parallèle d'Airbus, ben on voit aussi du Alstom, on voit du Airbus hélicoptère, on accroche un peu Mercedes par le biais d'ACA qui avait Et récupéré une partie du bureau fournisseur, d'études, oui. etc., etc. Donc on a un truc qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis qui est toujours utilisé aujourd'hui par Airbus où il y a plusieurs milliers d'utilisateurs dessus et qui a tous les avions d'Airbus aussi, en son sein. Ouais, c'est un super succès, en effet, ouais. C'est impressionnant. Et donc, bah, pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, en fait, on croise des ovnis, sur ce programme Beluga XL, parce qu'ils étaient là pour ça et puis sur le programme digital d'Airbus, également et dans ces ovnis, bah, en fait, il y a 2 des fondateurs d'Aura Aero Le lien est là. et qui en parallèle, eux ont déjà fait une aventure en faisant une association de répliques d'avions anciens qui s'appelle Replicair et on les accompagne avec notre soft en leur fournissant, gracieusement parce que c'était pas enfin voilà, c'est pas moyen de faire, aucun intérêt de faire du business, mais plutôt de construire et d'apprendre avec eux. Et puis on commence avec Replicair et puis dès qu'ils montent au Aéro, on fait la même chose, on les accompagne sur le début de l'aventure. Et puis à force de se côtoyer, un jour ou l'autre, bah, ils nous disent: «Bah, non mais maintenant ça suffit, enfin arrêtez de faire les choses à l'extérieur, venez nous rejoindre et construisez avec nous l'aventure du digital David, sur». j'ai quand même une question, qui va être un peu dure pour toi, tu es chez, Relfusio qui appartient, à Akatech, qui est, une super ESN, des très, très belles réussites, des années 2010. Tout va bien pour toi. On est, début 2021. Le covid vient de se passer et là, tu as une boîte qui a même pas 20 personnes qui te dit: «Tiens, tu vas voir, on va créer un avion de from scratch, ça va bien se passer». Mais pourquoi tu y vas? Parce que c'est débile et qu'on n'a qu'une vie, donc à un moment donné, personne pouvait faire ce qu'ils ont fait. Enfin, je veux dire, c'est des aventures où on en trouve très, très peu, d'un point de vue mondial. Il y en a comme ça, mais très peu. Donc c'est très, très con de passer à côté de quelque chose comme ça. Le seul risque que j'ai, c'est que ça marche pas, mais c'est pas un vrai risque parce que en fait, tout ce que je vais apprendre, je le sais. Ça sera que du bonus, pour tout le monde. Ah, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, on n'en sait rien parce qu'en fait, bah, il faut tout faire d'une part, et il faut aussi lever les fonds, ce qui est une vraie problématique, quand on fait le pari comme ils l'ont fait d'industrialiser en France, et on le sait et je prends le risque, donc je dis «on» de temps en temps parce qu'en fait on part à 2 avec,
mon copain et collègue avec qui je bosse depuis plus de 20 ans maintenant et que j'ai rencontré chez CS, en fait, bah, on est tous les 2 à diriger la partie chez Realfusio qu'il a lui créée et puis on part ensemble chez Aura Aero pour refaire la partie digitale d'Aura Aero, Donc, fin 2020. si on fait un petit, bond en arrière, on se retrouve là, fin 2020, début 2021. Mmh. Aura Aero, c'est quoi à ce moment-là? Dans quel état? Oh, c'est en bel état, parce qu'il y a un bel état d'esprit, c'est une Oui. famille, il y a à peine 25 personnes, 20 Tu un personnes. produit? Tu un truc qui vole déjà ou? Alors ils ont démarré en 2018 et ils ont eu un premier employé en 2019 et ils ont tout de suite construit, un avion avec, en allant chercher, des compétences et des connaissances, notamment d'anciens ingénieurs aéronautiques, qui tournent autour de cette grande idée d'Aura Aero. Et en particulier Jean-Marie Clinquat qui a déjà bossé sur, l'ingénierie du Cap 10, et Cap 20 et qui est en fin de vie à l'époque et qui a envie de transmettre à Jérémy, Fabien et Wilfried, son savoir pour construire un nouvel avion basé sur ses connaissances. Donc c'est une vraie aussi aventure humaine dans l'aventure globale. Et donc il y a déjà un avion en fabrication, hein, qui est déjà en partie construit, si ce n'est construit. Ouais, il Et est déjà certifié? construit. Il est déjà construit à l'époque, il est pas encore certifié puisqu'il sera certifié, 2 ans après, me semble-t-il. Entre-temps, on vit quand même, un accident puisqu'on perd le premier prototype et ses 2 pilotes, qui est quand même un gros coup de frein, et un gros coup au moral surtout, de tout le monde. Bah, comme je disais, on est très peu nombreux, donc finalement tout le monde se connaît et se connaît très bien et donc ça rajoute une difficulté à une entreprise, qui est déjà assez complexe comme ça. Et puis ça rajoute du lien et ça rajoute de l'envie finalement de se battre pour ça aussi, de dire: «Bah mince, on n'est pas arrivé là à fabriquer un avion, à perdre des amis, pour rien, donc on a obligation maintenant d'aller au bout des choses et de certifier cet avion. Faut qu'il vole, faut qu'on le vende, il y a aucune raison». Quand on est, quand on est une entreprise, un accident de ce type est déjà, dramatique. Quand on a une entreprise jeune qui essaye de se lancer, ça peut être mortel. Comment vous avez fait pour que, justement, ce ne soit pas mortel? Alors, pour l'entreprise, j'entends et j'ai évidemment une pensée pour les 2 pilotes, mais comment vous en êtes relevés? D'abord, on a eu beaucoup de soutien, tout de suite. Nos patrons ont eu, tout de suite des appels de toutes les personnes qui savent ce que c'est parce qu'ils ont déjà vécu ça. Donc des grands industriels français qui ont déjà perdu un A400 même, qui ont déjà perdu un avion parce que ça fait partie, on oublie un peu, mais ça fait partie de l'aventure, de l'aéronautique. Donc il y a eu ce soutien, y compris, je crois gouvernemental, enfin peu importe, mais des gens qui savaient de quoi ils parlaient, qui étaient passés par là et qui ont dit: «De toute manière, voilà, il y a pas de 36 choses à faire, il faut comprendre, il faut apprendre et il faut avancer, il faut le faire» et puis on le savait déjà, on le devait pour les pilotes. Donc il faut le faire et puis on a eu aussi le soutien finalement de nos actionnaires, qui sont beaucoup d'actionnaires individuels, hein, Aura s'est construit beaucoup comme ça. Et puis des futurs prospects, qui ont pas baissé les bras et qui ont pas dit: «Ah bah, maintenant on a trop peur, on va arrêter de». En fait, tout le monde a un peu fait corps, que ce soit en interne, que ce soit dans l'environnement proche d'Aura Aero. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est une vraie communauté de pionniers, en fait, qui s'est retrouvée autour du Ouais, ouais. projet avec, Mais c'était pas nouveau, ça c'est la connaissance des problèmes, qui peuvent survenir dans ce ça s'est vu à ce moment-là particulièrement, mais c'est quelque chose, qui s'est monté comme ça sur les relations des fondateurs autour d'eux, il y a beaucoup finalement de personnalités et de personnes de l'aéro et puis aussi, il y a le côté régional qui a joué, donc il y a beaucoup de gens qui sont venus, proposer leur aide, avant cet accident, hein, même, hein, d'une manière ou d'une autre pour accompagner, cette aventure d'Aura Aero et on les a retrouvés à ce moment-là. La vision, la mission que vous êtes donnée, enfin une des missions, tu pourras préciser mon propos, c'est de décarboner, l'industrie aéronautique. Heu, comment on dé comment on fait comment on démarre un avion de rien, d'une feuille blanche, d'un plan? Alors, C'est quoi? Non pas que je veuille m'y mettre ce week-end, mais je suis pas sûr d'être le bon interlocuteur pour le coup, mais parce que je sais que le non, mais podcast est sur l'industrie, mais moi pour c'est le quoi coup, les grandes étapes? C'est quoi l'état d'esprit, qui bah, permet de mener l'état un projet de ce d'esprit type-là? l'état d'esprit, c'était déjà, heu
Parce qu'il y a plein de nouvelles industries, de nouvelles aéros qui existent, qui font des prototypes dans plein de sujets de décarbonation, hein. On parle beaucoup d'hydrogène, mais en électrique, il y en a aussi. Là, le sujet, c'était pas de démontrer qu'on pouvait, faire de la décarbonation. Leur sujet, j'espère pas trahir leurs mots, c'était de construire un constructeur aéronautique, donc de faire un constructeur aéronautique qui aurait les compétences de A à Z pour expérimenter, concevoir, prototyper, faire des essais en vol pour faire mûrir un avion, le certifier, le vendre et l'opérer. Vraiment, voilà, la globalité du scope, c'est pas je fais un prototype qui vole, j'ai montré que ça volait. Non, c'est vraiment la globalité du scope. Et donc dans cette vision-là des choses, bah en fait étonnamment, comment décarboner l'aviation, ça commence par savoir faire un avion. Alors, on commence à Oui, ça a marché, on fait un pas mieux. après l'autre. Donc bah, le premier avion qu'on a, l'avion intégral, il est thermique, donc c'est un moteur avec de l'essence dedans, hein, pour faire simple. Et quelque part, c'était notre passage et c'est notre passage obligé qui a déjà un fort intérêt, bah, pour nous parce que ça nous apprend et ça nous permet de construire la société à tous les niveaux, sur tous les métiers, sur tous les process. Et faire un avion certifié, c'est énormément de travail et beaucoup de process et de choses très très critiques à mettre en œuvre pour que ça marche. Et donc ce passage-là, bah, autant le faire sur quelque chose qui est suffisamment mature pour qu'on soit capable de l'aboutir. Et puis, de toute manière, le marché est là. C'est-à-dire que cette typologie de l'avion, il y en a pas des récents. Je suis pas le mieux placé pour parler de l'aéronautique, de ce point de vue-là, mais en tout cas, de ce que je comprends, c'est des vieux avions qui existent. Donc de toute façon, par nature, il va quand même aider parce qu'il sera mieux, donc il sera meilleur pour former les jeunes. Il sera de toute manière, mieux en termes de pollution. Il apportera sa pierre à l'édifice sur la décarbonation aussi. Et puis une fois qu'on a fait cet avion et qu'on a certifié ce premier avion, et ben là, on va commencer à travailler sur la partie électrification. Donc, on va prendre cet avion et on va remplacer le moteur thermique et les réservoirs d'essence par des packs batteries et un moteur électrique. Et là, on apprend, on est humble face à ça, même si les solutions sont, on va dire, matures. En tout cas, elles volent. On apprend ce que ça veut dire, on apprend ce que c'est pour l'aéronautique. Et donc, voilà, l'aventure de la décarbonation, on va dire, le cœur du sujet, on commence à être dedans. On a fait voler le premier avion électrique en décembre dernier. C'était un vrai soulagement, mais un vrai succès. Enfin voilà, tout ce qu'on veut, beaucoup d'émotions là aussi. Et puis ça aussi, c'est une étape. Donc c'est intéressant parce qu'on est déjà dans l'étape d'après. On est en train de concevoir un 19 places régional à propulsion électrique et avec une énergie hybridée, donc avec des turbogénérateurs qui permettent de rajouter de l'énergie aux batteries, parce que sinon aujourd'hui les batteries étant trop lourdes, on prendrait pas autant de voyageurs, Le rayon d'action serait pas assez ce large. qui limite quand même un peu l'intérêt. Donc là, on a quelque chose qui est, on le sait, mature, faisable, réalisable, et sur lequel on a quand même un chemin d'apprentissage qui est important sur plein de sujets. Mais on fait pas de la recherche pour la recherche, on le fait pour l'aboutir, pour pouvoir le faire certifier, le faire voler et le faire opérer le plus tôt possible, on va dire à échéance 2030, quoi. Quand on a préparé cet entretien, ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, c'est, le parallèle qu'on peut faire, d'une certaine façon avec l'aventure Tesla. Puis tu le sais peut-être, mais, Tesla, ils ont commencé par, prendre des Lotus Elise, et à s'entraîner à faire des moteurs électriques. Parce que eux, le problème à l'époque, c'est que le moteur électrique, ça tournait pas. Donc, une fois qu'ils ont maîtrisé l'électrification d'une Lotus Elise, ils ont créé des voitures haut de gamme pour pouvoir faire de la petite série parce qu'ils maîtrisaient pas la grande Prod. série. Et puis ensuite, il y a eu la modèle 3 qu'on a tous connue, avec les problèmes de production dont on a entendu parler, puisque en 2018, mon ami Luc Leroy se retrouvait à produire des Tesla sur le parking de l'usine. Je vous invite d'ailleurs à regarder cet épisode qu'on a tourné il y a 2 ans avec Luc. Le gars est absolument passionnant. Il a vu des trucs absolument de dingue. Euh, et il y a une autre chose il y a 2 autres choses qui sont intéressantes. Alors il y a une qui est commune et l'autre qui ne l'est pas. Un, c'est la place de la donnée, puisque Tesla a été jusqu'à créer son propre ERP parce qu'il trouvait pas ce qu'il trouvait sur le marché et la donnée est omniprésente dans Tesla. En revanche, il y a une chose qu'ils sont capables de faire et tu me disais que vous, c'est pas possible pour des problèmes de certification, c'est qu'ils sont capables de bouger le hardware. Quand ils ont eu une crise, en 2019 sur des freins, par du réglage software, ils ont pu régler la crise des freins plutôt que de faire un rappel.
avec, tous les coûts que ça engendre, comme tu peux imaginer. Et donc, autant tu me dis que toi, tu aimerais bien créer ton propre ERP aussi, autant vous, le hardware, c'est pas envisageable. C'est pas que j'aimerais bien, c'est que je trouve, je trouve ces solutions tellement loin de l'état d'esprit qu'on a, parce que c'est des tout en un, donc finalement, qui sont surtout là pour faire vendre des heures de consulting, pour faire de la customisation. Donc le modèle économique est génial, hein, mais par contre en tant qu'utilisateur, Pour SAP et les gros, oui, mais bon, je trouve que c'est voilà, c'est vraiment tout ce qu'on déteste le plus, et il y a pas que les ERP, hein, mais dans l'état d'esprit du digital. On reviendra dessus après, mais pour revenir à ta question, effectivement, il y a un parallèle. Et nous, celui qu'on aime le plus sur le digital, c'est effectivement le fait qu'ils aient bâti, au-delà du démarrage de l'aventure Elise, sur l'apprentissage électrique, qu'ils aient aujourd'hui bâti, des voitures, basées sur une base digitale. Bon, il y a une base, mécanique, claire, pour être efficace et rentable, mais il y a aussi une base digitale forte, comme tu dis, sur de la data, sur lequel ils ont été capables, d'embarquer, du calcul, à bord, de faire de l'identification, de la caractérisation, de penser l'IHM pour, servir le conducteur pour pas qu'il perde les pédales parce qu'il sait pas ce que fait la voiture, d'en renvoyer les données quand même au constructeur pour évoluer et apprendre. Cette boucle d'apprentissage basée sur la data, ça, c'est un de nos fondamentaux aussi. Et là, il y a un vrai parallèle que, si on veut pouvoir évoluer de plus en plus rapidement et apprendre, bah, ce qu'il y a de plus important dans une entreprise, c'est sa richesse, c'est son IP, c'est effectivement toutes ces données qu'on construit tous les jours et que nos avions génèrent finalement. Donc on s'attache depuis le début à construire, une plateforme qui permet déjà d'ailleurs de récupérer, de concentrer, de redistribuer la donnée, de manière, avec de la gouvernance, de manière protégée et de faire en sorte de récupérer nos données d'avion, y compris sur l'intégrale où on a inventé et déposé brevet sur un système qui permet de le faire parler quelque part. Alors, ça existait déjà, mais on a rajouté une couche de tu crypto tu pas qui besoin s'appelle qu'il soit au sol pour le récupérer, c'est ça? exactement, et on n'est pas obligé d'attendre qu'il soit complètement au sol pour récupérer, d'une part, et puis, on garantit l'unicité, la crypto des données parce qu'on veut pas non plus que ça parte dans la nature. Bien sûr. Et ça nous permet d'avoir cette richesse de savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que bien sûr, on fait des milliards d'heures d'essais au sol et en vol, mais là où on va le plus apprendre, c'est sur les différentes natures d'opérations de nos clients, parce que celui qui fait de la voltige de sport, compétition, bah, ça va être différent de celui qui fait de la formation en ab initio. Ça sera différent en Europe que ce sera aux États-Unis ou dans les pays plus chauds ou plus froids. Donc ça, c'est hyper intéressant pour pouvoir, évoluer. Et effectivement, on pourra pas d'un coup de logiciel magique faire modifier fondamentalement des choses qui sont ancrées Comportement dans, de en tout l'avion, cas ouais. dans le pilotage de l'avion, mais on arrivera à faire évoluer ce qui est à côté. C'est en gros la partie augmentation du pilote, qui est de fournir de l'information, de l'aider dans sa décision, donc ça sera toujours le pilote, encore un certain temps qui aura la dernière main et heureusement. Mais en attendant, on va pouvoir lui amener, de l'information complémentaire pour l'aider, soit sur des choses, non critiques, du genre, optimiser mon vol ou mes vols de ma semaine avec un avion électrique qui a de l'énergie hybride et donc on a besoin de savoir comment change la météo, où sont les bornes de recharge, est-ce que j'ai un avion qui va être lourd et comment j'optimise tout ça? Et pour des choses un peu plus critiques, également, comme de l'évitement au sol ou des choses comme ça. Et tu as réussi à assurer la continuité digitale entre, le bureau d'ingénierie, la production, jusqu'au pilotage? C'est la donnée aujourd'hui arrive à circuler, de façon fluide, et sécurisée? Ouais, 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 ouais. Alors, toute l'aventure est pas finie, hein, bien entendu. Ce serait quand même ultra prétentieux, de faire croire qu'en si peu d'années, on a réussi à faire ça. Mais toute la base, donc en aviation, il y a tout ce qui est, DOA, donc tout ce qui est certification pour le design et POA, tout ce qui est certification pour la fabrication. On a les 2 chez Oraero et on doit de toute manière, d'un point de vue au moins process, expliquer comment on s'assure qu'on produit ce qu'on a et nous, de manière sous-tendue, en fait, bah, effectivement, les données, voyagent, et sont transmis de l'un à l'autre, en ce qu'on appelle continuité digitale, effectivement, hein, d'un logiciel à l'autre, quels que soient les logiciels. On s'occupe, au niveau du département digital de gérer ça. Et on est un des premiers, si ce n'est le premier avion en 16-23 à être, entièrement,
certifié, sans papier et entièrement numérique. Voilà, et sans plan 2D. Moi, pour être confronté souvent à des industriels qui adoreraient avoir cette continuité digitale, j'ai souvent constaté qu'un des premiers problèmes, c'est un travail de l'ombre, probablement pas le seul, mais qui est autour de la gouvernance de la donnée. C'est un truc qui est, réglé chez vous? Vous êtes, hyper discipliné ou au final, c'était pas si important que ça? Alors c'est hyper important, c'est crucial, on est, comme les autres, on travaille avec les mêmes humains que partout ailleurs, hein. Si tu fermes les Donc yeux, il y a des vitesses qui vont passer devant tes yeux. si j'essayais de te faire croire qu'on était, beaucoup plus fabuleux collectivement que les autres, voilà, on a les mêmes écueils, on part du même endroit, sauf qu'on partait d'une feuille blanche, donc il y a des choses qu'on a pu faire, peut-être mieux parce que, la maturité, digitale de l'époque était plus avancée que beaucoup Oui, de bien sûr. nos collègues qui ont fait de l'aviation depuis des dizaines d'années, donc faut pas oublier ça. On a pris ce sujet en plus à bras-le-corps dès le début. Donc continuité digitale, oui, c'est-à-dire, savoir d'où viennent les données, s'assurer qu'on les garde, qu'on les trace, qu'on les transmet, qu'il y ait des pipelines qui soient bien mûrs, ça oui. La gouvernance, on est en train de craquer ce sujet, de 2 points de vue sur les process, c'est-à-dire identifier qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qui doit être protégé et qui doit y accéder d'une part, et puis de mettre la couche technologique par-dessus, qui est de dire: «Bah, je dois protéger mes données, toutes mes données». Parce que je sais pas à un moment donné, quelles seront leurs sensibilités, dans le parcours de la donnée qu'elles ont. Donc, dès le début, je dois les protéger, les crypter, et parce qu'il y a pas de raison que, y compris mon équipe de développeurs ou de sysadmin ou de DevOps, parce qu'il faut absolument il y a pas de raison qu'ils aient accès à ces données-là plus que quelqu'un d'autre. Donc il faut qu'on soit en capacité de protéger ça, et qu'après, selon son profil ou en tout cas son rôle à un instant T dans l'entreprise qui peut lui-même changer, et la confidentialité de la donnée, bah, je puisse y avoir accès, ou plutôt que je puisse ne pas avoir accès aux données dont j'ai pas le droit de connaître le contenu. Donc, ça peut aller des données RGPD, pardon, ou des données sensibles, de type industriel ou militaire, puisqu'on fait du militaire un peu maintenant. Donc là, on est en train de Vous mettre la avez créé des droits par profil, des droits, administrateurs ou pas, en fonction des profils, ouais, pardon, on a créé surtout une surcouche à notre, plateforme de data qu'on pourra pas contourner, et qui permettra c'est une espèce de gateway, de fil qui permettra de garantir en tant qu'authentifié de manière forte, unique, individuelle, bah, je pourrais pas accéder à un truc, effectivement, parce que mon rôle versus, la confidentialité ne l'autorise pas. Alors, tu sais ce qu'on dit souvent en cyber, la faille, elle se trouve entre, la chaise et Ouais, le clavier. clair. Comment tu arrives à gérer ce facteur humain, qui, comme dans l'aviation, est souvent, une des causes, Ouais. pas la seule, hein, une des causes? Compliqué, et il y a des choses qu'on peut faire techniquement et qu'on fait. Je l'ai dit, on a de l'authentification forte, on a des couches, de choses qui nous permettent de garantir qui est derrière la machine, de manière assez, on va dire assez forte, même si c'est toujours contournable. Puis après, bah, c'est essayer de faire comprendre aux gens l'intérêt qu'ils ont eux-mêmes à pas tricher, à pas contourner, donc rendre les choses à la fois plus dures, pour quelqu'un qui voudrait prendre la place de quelqu'un d'autre, et à la fois plus simple pour celui qui est utilisateur, donc pas rendre les trucs avec trop de niveau de complexité pour que ça soit pas trop dur dans le quotidien. Et il y a des choses qu'on a bien réussi à faire, des choses qui sont encore à améliorer, parce que les technologies informatiques, on travaille avec ce qui existe aussi, hein. Ouais, Il y a des fois où c'est facile et il suffit, d'une empreinte et d'une authentification forte à côté pour bien rentrer dans le système et avoir accès à 80 de nos applications, mais il y en a qui résistent parce qu'il y a aussi des vieilles applications, des ERP, des logiciels de calcul, qui sont des solutions assez anciennes et qui mettent un peu des bâtons dans les roues à tout ça, mais on s'en sort pas trop mal, ouais. et donc là, aujourd'hui, vous avez trouvé votre, stack technique, heu, mais vous avez un peu itéré, si j'ai bien compris? Mmh. Heu, qu'est-ce qui t'a Pourquoi vous avez itéré? Qu'est-ce qui vous frustrait? Et comment vous avez contourné? Et qu'est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui qui est, satisfaisant pour une entreprise innovante comme la vôtre, qui en plus a un besoin de vélocité, significatif?
et d'agilité, j'imagine également? Alors ouais, clair. En fait, dès le début, quand Marc et moi, on est arrivés, donc ce qu'on a imaginé, la vision qu'on a eue, c'est de dire, «C'est quoi nos forces? C'est quoi les faiblesses? Qu'est-ce qu'on vise avec cette société?» On a bien vu que il faudrait faire preuve effectivement de beaucoup d'agilité, et locale et mondiale, puisqu'on a vu que la volonté, c'était quand même de s'étendre. Alors déjà sur le site de Francazal, là où on est, parce qu'il y a on a joué à Pac-Man avec les bâtiments et on a, je sais pas, 6 ou 7 endroits différents, dans lesquels on vit. Donc il faut arriver à vivre avec ça, avec l'informatique. Et puis on a déjà des locaux aux États-Unis. On est en train de, voilà, de prendre un peu de la place, à droite à gauche. Donc si on n'imagine pas ça dès le début avec une société qui est somme toute assez petite, bon, on était 25, mais là on est 270, 275, mais ça reste petit finalement. Mais si on n'a pas cette dimension-là, bah, on perd un peu les choses de vue dès le départ et on prend pas les bonnes solutions. Et puis nous, on s'estimait pas suffisamment fort et suffisamment nombreux pour pouvoir assurer l'opération et la sécurité de machines locales. Donc on a fait un choix assez strict de dire on n'aura pas de cœur de serveurs, de machines, sur place. Et donc on est cloud native, c'est-à-dire qu'on a des solutions, hébergées, opérées en mode SaaS par des différents éditeurs, auxquels on fait confiance. Et puis, tout ce qu'on sait pas acheter de cette manière-là, on a cloudifié, même si c'est pas forcément un terme qui existe, sur des stacks AWS et GCP, des choses qu'on maîtrise nous et qu'on va, rendre virtuelles. Ce qui fait que les ordinateurs qu'on utilise, sont pas censés avoir d'application locale ou de données locales et tout est fait ailleurs, ce qui fait que dès qu'on coupe un tuyau ou un accès, finalement, on coupe globalement tout. Et ce qui fait surtout que, bah, on est capable facilement d'ouvrir, un pont à droite, à gauche parce qu'il y a pas cette, problématique de localisation. On est par nature, pas physiquement à un endroit donné, quoi. Voilà, c'est une des choses qui a bien marché. On tient la ligne sur ça, plus la couche de cyber auquel on essaie d'être, attentif et de cranter, année après année pour essayer d'être devant les autres. C'est pas qu'on estime, qu'on va pas attaquer, mais qu'on estime essayer de d'être le C'est moins pas la possible. question, c'est pas si, c'est quand. Mais Voilà, exactement. Donc on essaie d'être et c'est humble c'est au hyper niveau intéressant parce que donc tu as fait vous avez fait le choix du tout SaaS et du tout cloud, heu, de moins en moins. Mais j'ai encore parfois des gens qui me disent, «Ah le cloud, pour la cyber, c'est pas bien». bon, après ça fait pas tout, hein. Ça suffit pas en soi pour garantir la sécurité, bien entendu. Qu'on a été bien accompagné et on a monté en compétence sur ces aspects-là pour garantir qu'on cloisonnait bien les choses. Mais pour nous, en fait, c'était simple. C'est déjà les bâtiments ici, c'est des bâtiments, qui sont incroyables. Ils sont de 1930, mais globalement, c'est pas fait pour être sécurisé, hein, sauf les bunkers qui sont au bout du terrain. Mais là, c'est pas fait pour mettre des gens. Donc et puis il faut avoir des gens H24 capables de maintenir ces infras avec un haut niveau et ça, on savait pas faire. On saurait peut-être faire mieux aujourd'hui puisqu'on a une jolie équipe de 50 personnes, mais globalement, on a d'autres choses plus intéressantes où mettre nos compétences que sur ça, ouais. Donc c'est un choix qu'on a fait. L'autre choix qu'on a fait, c'est de dire: «Bah, on va essayer de choisir des solutions les plus petites possibles, les plus sobres possibles pour répondre à un besoin et on va nous-mêmes s'occuper de les interconnecter pour éviter ces systèmes et c'est pour ça qu'on ne les aime pas, hein, ces systèmes de RP ou autres qui en fait c'est peut-être une très bonne idée d'essayer de faciliter la vie des clients en mettant tout au même endroit, mais finalement dans le tout au même endroit, on retrouve des trucs très bien et des trucs moins bien et puis du coup tout est intriqué, on sait pas vraiment retirer facilement une partie du reste et c'est un peu obscur et on est à la main de ceux qui l'ont designé ou ceux qui les intègrent et donc du coup, ça l'agilité pour le coup là, elle est vraiment catastrophique, quoi. Et à l'opposé de ce spectre-là, on a des outils, y compris pour la partie design qui sont en SaaS, où là, on a une évolution, du logiciel qui est absolument transparente, qui ne demande aucun coût de déploiement et qui toutes les 3 semaines nous amène des évolutions, significatives sur le truc. Donc c'est, voilà, 2 spectres différents et on a choisi notre camp, heu, sachant que le second est en plus beaucoup plus interconnectable par nature. Vous avez fait le choix, du best of breed, comme on dit en bon Ouais, français. ouais, ouais. Vous prenez les meilleures solutions qui sont ultra verticalisées sur leur niche, mais qui Quand on fonctionnent les très, très bien quand vous les trouvez. Vous faites du dev interne, des ouais. solutions quand vous ne trouvez pas?
Ouais, alors on a c'est intéressant de se pencher 2 minutes dessus. En fait, l'équipe de 50 personnes, en fait, a 3 pôles importants. Le pôle, on va dire IT, qui s'appelle Digital Opération chez nous et donc qui a tout ce qui est au gaz et électricité, infrastructure, cybersécurité, fourniture, support avec plus des DevOps. On va en reparler après. On a une équipe qui s'appelle, Digital Intégration qui fait le lien, en fait, ce qu'on pourrait appeler transformation digitale à des endroits. C'est eux qui font le lien, la compréhension, la formalisation des besoins des métiers et qui ont la connaissance finalement de toute l'entreprise et qui s'assurent d'accompagner, de chercher des solutions, donc best of breed quand ça existe et puis de les intégrer dans notre écosystème complet et puis, quand ça existe pas, quand ça existe mal, quand c'est trop cher ou quoi que ce soit, on peut développer alors soit rapidement avec des solutions un peu, low code, côté, digital intégration, soit l'autre palier, c'est dire, là, on a vraiment une valeur ajoutée forte à développer quelque chose et on imagine que ce quelque chose, bon, déjà va demander plus de temps, plus de compétences de développement et puis, pourra peut-être servir un jour ailleurs. Donc là, on a un département qui s'appelle Digital Studio et qui développe en propre des solutions un peu plus, on va dire, significatives et qui nous apportent un peu plus de valeur, sur notre ensemble de parcs. Donc on va D'accord. faire, Et du une plateforme de données, par exemple. On va faire, amener ces données auprès des utilisateurs pour qu'ils sachent les utiliser. On va faire de la gestion de conf qui est un point clé, chez un industriel, encore plus en aéronautique. Voilà, on va développer des choses sur lesquelles on va se pencher, avec les métiers et qu'on a développé nous en interne. et l'IA dans tout ça? Est-ce que c'est Et de quelque chose que vous commencez à intégrer? Vous avez et est-ce qu'il y a des cas d'usage déjà, qui créeraient de la valeur? toute façon, À part, je vais pas faire une pouvoir nouvelle répondre. recette, de pommes en ligne, en vol, qui a pas trop de valeur, mais est-ce qu'il y a des choses qui auraient, des cas d'usage qui auraient de la valeur pour vous? Mais il y en a forcément parce que, déjà, on est comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça peut apporter de la valeur ou à permettre d'accélérer ou permettre de s'aider à plein de cas d'usage, que ce soit en com, juridique ou autre, hein, ne serait-ce que ça, même si ça remplace pas l'humain, en tout cas, ça peut largement aider dans certains contextes. Nos équipes de développeurs, on les équipe aussi de solutions qui les aident, avec, Ils des sont à fond codecs sur ou Claude autres. ou, ils ont autre chose, Non, on est plutôt sur du codec, du ChatGPT et du Gemini puisqu'on a ces 2 pieds-là, on va dire. Donc là, ça évolue tellement vite qu'on essaie de garder un petit peu, à la fois de voir ce qui se passe et à la fois de pas perdre le pied et en même temps de pas changer tous les jours parce que tous les jours, il y a une nouvelle version qui est mieux à droite ou mieux à c'est gauche. infernal. Donc ça, c'est pour je dirais, l'usage, quotidien. Administratif, ouais, ouais. C'est du transverse pour tout le monde avec des cas, métiers un peu différents pour chaque, mais ça, on sert un peu tout le monde de cette manière-là. Après l'IA en plus orienté, valeur ajoutée pour la société, de toute manière, heu, c'est comme, on va dire la réalité augmentée ou, c'est comme, les autres technologies. Ça ne sert à rien si on n'a pas des données, qui sont claires, qui sont consolidées et sur lesquelles on est capable de bâtir. Sinon, on fait juste du prototype, on fait juste du démonstrateur et ça, on n'a pas le temps de s'occuper de ça aujourd'hui. Donc on est en train d'avancer sur ce chemin-là parce qu'aujourd'hui, on a commencé à consolider nos données et là, on commence à les utiliser, à les faire parler, que ce soit sur des algos, moins récents de machine learning, ou autre, mais on va sur cette voie-là et on va pouvoir aller sur cette voie-là, en particulier avec les données de l'avion parce qu'on les récupère, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a ces données structurées, parce qu'on a cette couche d'ontologie, par-dessus et qu'on est capable de donner du sens à ces données-là et là, ça a un intérêt ultra fort et on va avoir cette couche de base qui va nous servir à développer un atelier de construction, d'applicatifs, IA ou autres sur lequel on va pouvoir développer des choses hyper intéressantes, dont celle dont je parlais tout à l'heure de calcul de voyage, de trajectoire, d'optimisation de carburant, voilà, voir des choses L'aide de pilotage dont tu parlais au début. exactement. Donc pas aujourd'hui remplacer le pilote parce que c'est pas voilà, ça reste étanche, mais en tout cas fournir de l'information qui va aider le pilote et demain, si tu as suivi un peu notre actualité, on est en train de faire du drone, militaire,
Qui dit drone dit plus de pilote, ou en tout cas, il y a un pilote au sol. Donc là, le fait de pouvoir aider un pilote à opérer un ou plusieurs vecteurs, avec de l'IA, ça a vraiment du sens. Une fois de plus, à partir du moment où tu es capable de faire cette fusion de données, cette caractérisation et cette analyse sur tes propres données. Donc c'est cette boucle-là, en Ouais, fait, c'est qu'on essaie super intéressant. de mettre en place. C'est absolument passionnant. Heu, tu l'évoquais tout à l'heure, vous étiez 20, vous êtes 270. Votre avion, alors j'ai découvert que vous faisiez de la voltige aussi avec cet avion, donc c'est pas n'importe Ouais, quel avion, il ouais, faut il a une capacité voltige, là. Ouais. la certification voltige est un peu plus costaud à voir que simplement alors je sais pas comment ça s'appelle, loisir ou et j'ai vu d'ailleurs que vous aviez un as de la voltige américaine qui avait décidé d'équiper son école, avec Ouais. vos avions. Ouais, il y a un avion qui est déjà aux États-Unis, hein, le MSN-3 en fait est déjà aux États-Unis et il a volé en compétition, la semaine dernière ou la semaine d'avant pour la première fois et je crois qu'il finit à une honorable, 6 ou 7e place dans sa catégorie, et pour un premier essai en compétition, c'était, vraiment une jolie Puis si performance. le pilote avait été meilleur, ça aurait été mieux encore. C'est probablement à cause du Forcément la pilote, faute du pilote. mais ouais, ouais, McGoulian qui est vraiment reconnu dans ce monde-là et aux États-Unis en particulier, ouais. Donc l'avenir là, ça va être l'avion régional, 19 places. Heu, la mise en prod, c'est quand? Ouh là! À ce point? 2030? On a quelques milestones à passer, avant, déjà de figer un design détaillé, qui est en cours là, largement bien avancé et après de faire un premier vol. C'est plutôt le premier vol déjà qui nous target. Si je dis pas de bêtises, ça va être début 2027, quelque chose comme ça Ah, c'est après-demain, quoi. et ouais, ça paraît ouais, ça paraît quand même Ça va assez aller fou vite. d'aller assez C'est du vite, genre ouais, donc 2026, hein. après, on a aussi une grosse marche à passer sur ça, au-delà de la taille de l'avion, du fait qu'il soit électrique, hybride, et cetera. C'est que, bah, l'intégrale, on le fait quasiment tout nous-mêmes, à part les grosses pièces, le moteur ou les équipements de bord, mais globalement, on fabrique énormément de pièces nous-mêmes, alors que sur ERA, on va être sur un schéma où on va faire rentrer beaucoup de partenaires avec des compétences, qui vont venir nous épauler sur des pièces ou des pans entiers de fabrication, et on assurera une partie de la fabrication, mais et l'assemblage final. Donc ça change aussi la modalité industrielle, ça va être nouveau. On va passer de l'artisanat et sans aucune notion péjorative de ma part, sur Intégral avec quelque chose qui va devoir, un rythmer sur Intégral, donc monter en cadence et 2 sur ERA, passer à un autre schéma industriel et ça a aussi, une importance sur le digital parce que bah, ne serait-ce que sur, ce partage de solutions de données, tant qu'on est dans la maison, bah, finalement, c'est assez facile à réaliser et à sécuriser. Quand on va commencer à devoir partager, ce qui est le cas avec des partenaires, ça veut dire d'autres choses, ça veut dire ouvrir certaines, trucs, mais quoi? Quelle gouvernance? Une fois de plus, on reparle de ça. Pour l'échange des spécifications et des livrables, je parle même pas des pièces physiques qui sont un autre sujet, mais déjà rien que sur ça, c'est pas mal et puis toute Tu vas rentrer dans l'univers l'automatisation. merveilleux de la supply chain, tu vas voir, tu vas t'éclater. Ça va être Exactement très sympa. et je parle La pas de supply chain l'IoT. dans l'aéro, elle est réputée pour être très sympa. Ouais, j'ai hâte. Non, tu imagines pas. Vraiment, tu tu hâte. Ouais, mais en fait, c'est comme ça qu'on fait le mieux, hein, parce que quand tu imagines trop les trucs difficiles à avance, tu y vas pas, quoi, sinon, donc il vaut mieux pas savoir. Il y a une question que j'aime bien poser pour terminer un entretien. Tu as fait, toi, tu as fait le pari, au cours des 20 dernières années de rester dans un secteur, hyper porteur, certes, qui est l'aéro, mais qui reste, dans le cadre de l'industrie et on voit, au cours de ces 20 dernières années, il y a beaucoup d'ingénieurs, soit, qui auraient pu être ingénieurs industriels, soit en effet des codeurs comme toi, qui ont fait le choix de partir dans la banque, dans l'assurance, chez les GAFAM, ou ailleurs. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à un jeune codeur aujourd'hui, pour lui expliquer que l'aéro et le manufacturing de manière générale, il y a plein de choses à faire et pourquoi ça vaudrait le coup qu'ils viennent plutôt que d'aller vendre des croquettes, pour chiens, livrées en moins de 10 minutes à Paris, heu, Ouais, ouais, ou et un peu plus faible. pire pour moi, c'est aussi effectivement les assurances et les banques. Alors, il y a peut-être plein de pognon à se faire, j'en doute pas, mais c'est impalpable, quoi. C'est du complètement virtuel pour le coup aujourd'hui. Peut-être à part les rencontres humaines, il y a pas grand-chose d'intéressant, alors que là, on fait des choses, concrètes.
Il suffit de se déplacer, d'aller à la chaîne, de voir les ingés qui sont au-dessus de la chaîne de fabrication pour voir le lien qu'il y a entre les 2 et ce qui est dessiné à un endroit est fabriqué à l'autre et testé directement. C'est des endroits assez uniques, qu'on retrouve pas beaucoup, surtout ce schéma où on fait tout en fait, dans la maison. On n'est pas à sous-traiter, à l'autre bout du monde des trucs qu'on a conçus ici. On fait vraiment toutes les parties et on les voit se monter. On voit ce puzzle, on voit les avions partir puisqu'on est en bout de piste et qu'on voit les essais qui se font. Donc, on reconnaît maintenant tous, hein. Moi, je suis à côté des services plutôt. Mon bureau est à côté de la compta, de la communication et des finances. On les voit, tout le monde lève la tête quand il y a un intégral qui part parce qu'on reconnaît tous au bruit du moteur que c'est notre À avion. l'oreille. Ouais, à l'oreille complètement, donc c'est drôle parce que c'est quand même pas notre compétence première. Et puis on est en France, on a créé cette industrie en France, c'est quand même un pari plus qu'audacieux, complètement dingue aussi, ils devaient pas savoir ce qu'ils voulaient faire au départ quand ils l'ont fait. Mais donc enfin, s'il y a une opportunité comme je l'ai eu de voir bosser dans une boîte qui a pris ce pari de faire de l'industrie, de la réindustrialisation en France, je pense qu'il faut pas la louper parce que c'est ces endroits uniques où la complexité de ces produits manufacturés qu'on doit concevoir et fabriquer, on le trouve ce challenge intellectuel et quotidien nulle part ailleurs. Enfin, j'en suis persuadé. Alors moi, pour avoir bossé un peu pour le naval, le ferro et l'auto, et tout le monde est persuadé que son produit est le plus complexe. Ouais, Mais au final, toujours. ce qui concentre, c'est effectivement le côté industriel, hein, et ces espèces de puzzles où tout doit fonctionner à la fin, quelle que soit la certification ou la sécurité attendue, c'est quand même des challenges phénoménaux, quoi. Absolument, je suis complètement d'accord. Je vais faire un truc que je fais pas d'habitude, mais là, c'est l'actualité qui m'y pousse. Le 4 décembre prochain, tu seras mon invité sur scène au salon Aéro 4.0 à Toulouse. Alors, Merci. il y aura du beau linge, hein. On aura Yannick Nyanga qui nous fera une conférence sur la data dans le management des équipes avec un parallèle évident sur la performance dans l'entreprise. On aura Jean-Philippe Ollier qui est Senior Vice President chez Michelin qui a mené la transformation digitale de Michelin. Donc on aura vraiment des belles personnes. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés de nous rejoindre le 4 décembre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. On sera ravis de vous faire parvenir une invitation puisque ce sera un événement fermé. Ah, FOMO, Fear of Missing Out. Là, je fais la pub. Mais moi, surtout, ce que je voulais te dire, c'était un grand merci pour ce partage. J'ai trouvé ça évidemment absolument passionnant et je suis sûr que nos auditeurs également. Donc moi, je vais te laisser retourner construire tes avions et les faire voler. Oh, heureusement, Pendant c'est ce pas temps-là, je vous moi. rappelle que si ce podcast vous a plu, bah, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire. Ça permet d'être mieux référencé dans les algorithmes. Et puis, bah, d'ici là, Kenavo. Merci Jean-Philippe.